Fratelli Tutti du pape François, 4e chapitre, un cœur ouvert au monde. Si l'affirmation selon laquelle tous, en tant qu'êtres humains, nous sommes frères et sœurs, n'est pas seulement une abstraction, mais devient réalité et se concrétise, cela nous met face à une série de défis qui nous bouleversent, nous oblige à envisager de nouvelles perspectives et à développer de nouvelles réactions. La limite des frontières. Lorsque le prochain est une personne migrante, des défis complexes s'entremêlent. Certes, l'idéal serait d'éviter les migrations inutiles, et pour y arriver, il faudrait créer dans les pays d'origine la possibilité effective de vivre et de grandir dans la dignité, de sorte que, sur place, les conditions pour le développement intégral de chacun puissent se réunir. Mais quand des progrès notables dans ce sens manquent, il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser intégralement comme personne. Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent se résumer en 4 verbes: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. En effet, il ne s'agit pas d'imposer d'en haut des programmes d'assistance, mais d'accomplir ensemble un chemin à travers ces 4 actions pour construire des villes et des pays qui, tout en conservant leurs identités culturelles et religieuses respectives, soient ouvertes aux différences et sachent les valoriser sous le signe de la fraternité humaine. Cela implique des réponses indispensables, notamment face à ceux qui fuient de graves crises humanitaires. Par exemple, augmenter et simplifier l'octroi des visas, adopter des programmes de parrainage privés et communautaires, ouvrir des couloirs humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables, offrir un logement approprié et décent, garantir la sécurité personnelle et l'accès aux services essentiels, assurer une assistance consulaire appropriée, garantir leur droit d'avoir toujours des documents personnels d'identité, un accès équitable à la justice, la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires et d'avoir ce qui est essentiel pour leur subsistance vitale, leur donner la liberté de mouvement et la possibilité de travailler, protéger les mineurs et leur assurer l'accès régulier à l'éducation, envisager des programmes de garde provisoire ou d'accueil, garantir la liberté religieuse, promouvoir l'insertion sociale, favoriser le regroupement familial et préparer les communautés locales au processus d'intégration. Il est important d'appliquer aux migrants arrivés depuis quelque temps et intégrés à la société le concept de citoyenneté qui se base sur l'égalité des droits et des devoirs, à l'ombre de laquelle tous jouissent de la justice. C'est pourquoi il est nécessaire de s'engager à établir dans nos sociétés le concept de la pleine citoyenneté et à renoncer à l'usage discriminatoire du terme minorité qui porte avec lui les germes du sentiment d'isolement et de l'infériorité. Il prépare le terrain aux hostilités et à la discorde et prive certains citoyens des conquêtes et des droits religieux et civils en les discriminant. Au-delà des différentes actions indispensables, les États ne peuvent pas trouver tout seuls des solutions adéquates, car les conséquences des choix de chacun retombent inévitablement sur la communauté internationale tout entière. Par conséquent, les réponses pourront être seulement le fruit d'un travail commun, en élaborant une législation ou gouvernance globale pour les migrations. De toute façon, il convient d'établir des projets à moyen et à long terme qui aillent plus loin que la réponse d'urgence. Ceux-ci devraient d'un côté aider effectivement l'intégration des migrants dans les pays d'accueil
et en même temps favoriser le développement des pays de provenance par des politiques solidaires, mais qui ne soumettent pas les aides à des stratégies et à des pratiques idéologiquement étrangères ou contraires aux cultures des peuples auxquels elles s'adressent. Les dons réciproques. L'arrivée de personnes différentes provenant d'un autre contexte de vie et de culture devient un don parce que les histoires des migrants sont aussi des histoires de rencontres entre personnes et cultures. Pour les communautés et les sociétés d'accueil, ils représentent une opportunité d'enrichissement et de développement humain intégral de tous. C'est pourquoi je demande en particulier aux jeunes de ne pas se laisser enrôler dans les réseaux de ceux qui veulent les opposer à d'autres jeunes qui arrivent dans leur pays, en les présentant comme des êtres dangereux et comme s'ils n'étaient pas dotés de la même dignité inaliénable propre à chaque être humain. D'autre part, lorsqu'on accueille l'autre de tout cœur, on lui permet d'être lui-même tout en lui offrant la possibilité d'un nouveau développement. Les cultures différentes qui ont développé leur richesse au cours des siècles doivent être préservées afin que le monde ne soit pas appauvri. Il faut cependant les stimuler à faire jaillir quelque chose de nouveau dans la rencontre avec d'autres réalités. On ne peut pas ignorer le risque de se retrouver victime d'une sclérose culturelle. Voilà pourquoi nous avons besoin de communiquer, de découvrir les richesses de chacun, de valoriser ce qui nous unit et de regarder les différences comme des possibilités de croissance dans le respect de tous. Un dialogue patient et confiant est nécessaire, en sorte que les personnes, les familles et les communautés puissent transmettre les valeurs de leur propre culture et accueillir le bien provenant de l'expérience des autres. Je reprends des exemples que j'ai donnés il y a quelque temps. La culture des Latinos est un ferment de valeurs et de possibilités qui peut faire beaucoup de bien aux États-Unis. Une forte immigration finit toujours par marquer et transformer la culture locale. En Argentine, la forte immigration italienne a marqué la culture de la société, et parmi les traits culturels de Buenos Aires, la présence d'environ 200 000 juifs prend un relief important. Les migrants, si on les aide à s'intégrer, sont une bénédiction, une richesse et un don qui invitent une société à grandir. En élargissant le regard, le grand imam Ahmad el-Tayyeb et moi-même avons rappelé que la relation entre Occident et Orient est une indiscutable et réciproque nécessité qui ne peut pas être substituée ni non plus délaissée, afin que tous les deux puissent s'enrichir réciproquement de la civilisation de l'autre par l'échange et le dialogue des cultures. L'Occident pourrait trouver dans la civilisation de l'Orient des remèdes pour certaines de ces maladies spirituelles et religieuses causées par la domination du matérialisme. Et l'Orient pourrait trouver dans la civilisation de l'Occident beaucoup d'éléments qui pourraient l'aider à se sauver de la faiblesse, de la division, du conflit et du déclin scientifique, technique et culturel. Il est important de prêter attention aux différences religieuses, culturelles et historiques qui sont une composante essentielle dans la formation de la personnalité, de la culture et de la civilisation orientale. Et il est important de consolider les droits humains généraux et communs pour contribuer à garantir une vie digne pour tous les hommes en Orient et en Occident, en évitant l'usage de la politique de la double mesure. L'échange fécond. Les apports mutuels entre les pays, en réalité, finissent par profiter à tous. Un pays qui progresse à partir de son substrat culturel original est un trésor pour l'humanité tout entière. Il faut développer cette conscience qu'aujourd'hui, ou bien nous nous sauvons tous, ou bien personne ne se sauve. La pauvreté, la décadence, les souffrances, où que ce soit dans le monde, sont un terreau silencieux pour les problèmes qui finiront
par affecter toute la planète. Si la disparition de certaines espèces nous préoccupe, nous devrions nous inquiéter du fait qu'il y a partout des personnes et des peuples qui n'exploitent pas leur potentiel ni leur beauté à cause de la pauvreté ou d'autres limites structurelles, car cela finit par nous appauvrir tous. Si cela a toujours été vrai, aujourd'hui, ce l'est plus que jamais, en raison de la réalité d'un monde très connecté par la globalisation. Nous avons besoin d'un ordre juridique, politique et économique mondial susceptible d'accroître et d'orienter la collaboration internationale vers le développement solidaire de tous les peuples. Cela profitera finalement à la planète entière parce que l'aide au développement des pays pauvres entraîne la création de richesses pour tous. Du point de vue du développement intégral, cela suppose qu'il faut également accorder aux nations les plus pauvres une voix opérante dans les décisions communes et qu'on s'efforce de favoriser l'accès au marché international de la part des pays marqués par la pauvreté et le sous-développement.